Salut et bienvenue dans les brumes de Bugarache. L'article 16 du Code civil porte que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Alors avant de revenir un peu sur cette phrase et le sens qu'elle peut avoir, je vais m'attarder un peu sur le texte dont elle est issue, le Code civil, et le contexte d'origine de ce texte. Le Code civil, c'est quoi, c'est qui ? C'est un recueil de lois imposé par Napoléon Ier, empereur des Français, de 1804 à 1815. Ce furent là 11 années d'une gloire militaire incomparable et d'une dictature bancaire un peu moins célébrée, mais d'autant plus remarquable qu'elle n'a cessé de s'accroître depuis, au point de culminer aujourd'hui dans le délire totalitaire mondial, abject et stupide que certains appellent nouvel ordre mondial, et qui n'est que la caricature satanique et grotesque de l'idéal de l'unité humaine, bien décrit au XXe siècle par l'Indus Rio Robindo. Le Code civil, c'est donc l'ensemble des lois imposées au peuple de France par Napoléon, et imposées à Napoléon par les banquiers qui l'ont mis au pouvoir. Ils l'ont mis au pouvoir pour ça, pour imposer leurs lois de parasites à la nation la plus ardente et la plus prospère du monde, la France. Moyen pour eux de parachever le coup d'état bourgeois réalisé sous la Révolution française, et d'instaurer pour de bon leur tyrannie vampirique, aujourd'hui défendue et assumée par un gars qui se vante d'avoir fabriqué le pantin que les banquiers utilisent pour détruire la France, comme les banquiers ont utilisé Napoléon pour détruire l'Europe et se gaver comme des charognards dans ses ruines et dans le sang de ses peuples. Et encore, ce n'est pas sympa pour les charognards, parce qu'il y en a quelques-uns par ici, des vautours et tout, mais leur fonction est écologique, à eux, tandis que celle des parasites bancaires n'est pas vraiment écologique. Napoléon a donc été porté au pouvoir pour imposer la dictature capitaliste des ordures dites libérales, c'est-à-dire qui s'arrogent la liberté de tout détruire pour leur plaisir malsain, psychotique et névrotique, au moyen entre autres de ce code civil qui prétend aujourd'hui encore avoir force de loi. Mais force de loi, ça veut dire que les individus chargés de faire appliquer ce code sont équipés d'armes à feu. Ça veut juste dire que les lois sont tellement connes et inhumaines que si t'es pas armé, t'as aucune chance de pouvoir la faire subir aux autres. Ainsi, dans ce monde dégénéré, le droit repose sur la force et la contrainte armée, alors que dans un monde normal, comme Platon en avait encore le souvenir, le droit repose sur la vérité, la justesse et la justice. C'est la vérité qui a force de loi et rien d'autre. Le droit du plus fort n'est qu'une aberration. Même les animaux ne sont même pas assez bêtes pour fonctionner ainsi. Il n'y a que les banquiers, la racaille libérale pour agir de cette manière, non seulement infra-humaine, mais encore infra-animale et même infra-végétale. Puisque les végétaux aussi savent cohabiter en harmonie et se développer en synergie. Donc le capitalisme, c'est vraiment le stade ultime de la connerie. Bref, ce bon Napoléon a été bien oublié, le pauvre, alors qu'il fut le larbin zélé de ses maîtres boursicoteurs et marchands de tapis. Je parle du vrai Napoléon, et pas du soi-disant héros révolutionnaire et amoureux des Lumières que la propagande scolaire et universitaire a inventé. Ainsi, Napoléon Bonaparte est-il l'une des principales baudruches à dégonfler si l'on veut contribuer à faire sortir la France de sa léthargie pour qu'elle accomplisse son destin, qui est, j'espère ne l'apprendre à personne, d'en finir avec le mensonge et l'injustice, comme les gilets jaunes l'ont suffisamment démontré, et de faire advenir et d'honorer la vérité. Donc pour évacuer les monstrueux boniments qui entourent l'icône fondatrice de l'imposture bancaire et totalitaire que certains se permettent encore d'appeler République, alors qu'elle en est l'inverse, eh bien, je vais aborder et répondre à ces trois questions. Napoléon était-il un grand stratège ? Napoléon était-il patriote ? Et Napoléon fut-il héritier des Lumières et héros de la Révolution ? Alors, quand un défenseur du culte napoléonien, aussi servile et besogneux que le directeur de la fondation de Napoléon, Thierry Lens, en arrive à constater qu'il est très difficile de dire ce qui est original dans la stratégie napoléonienne, c'est que l'originalité, en fait, dans ce domaine-là, n'existe tout simplement pas. Allons-y donc nettement, Napoléon fut l'un des pires stratèges de l'histoire militaire française. Pas seulement médiocre, mais affligeant de bêtises et d'inconséquences. Le système stratégique napoléonien, plastronne Thierry Lens, fut essentiellement offensif et se fonda sur la vitesse. Bonjour l'innovation. Banale ritournelle de l'audace, toujours de l'audace, comme glapissait Danton pour vendre à l'opinion publique l'odieuse arnaque de la patrie en danger de 1792.
et qui devait finir par s'épuiser dans la stupidité criminelle de l'offensive à outrance qui tua tant de monde sans raison au cours des 4 années de ce carnage sordide organisé par les mêmes ordures en costume que celles qui avaient mis le Corse au pouvoir un gros siècle avant. La stratégie chez Napoléon, comme chez tous les matamors et les arrivistes à grande gueule, s'est donc réduite à un subtil mélange d'ignorance et de suffisance. Combien fallait-il être ignare et infatué pour s'imaginer mettre à genoux l'Angleterre en frappant d'un blocus étanche la totalité du continent européen? L'Angleterre, disait-il, qui sera plus vite à son dernier écu que la France à son dernier soldat. C'est assez de la haute stratégie, ouais. Combien fallait-il être bas de plafond et imbu de soi pour s'imaginer que les peuples européens allaient tolérer les insipides crétins, bon sang ne saurait mentir, que l'empereur avait placés sur les trônes d'Europe? Quant à la délirante et monstrueuse campagne de Russie en 1812, point d'orgue du désastre napoléonien, elle révéla une fois pour toutes aux yeux du monde la stupidité opérationnelle du mafieux d'Ajaccio. L'examen rétrospectif de la campagne de Russie a pu noter un Bouchardot, c'est-à-dire un historien napoléonâtre bon teint, conduit à conclure que Napoléon a grandement sous-estimé les difficultés qui attendaient son armée, d'où sa mauvaise appréciation des besoins cartographiques et logistiques et des aléas climatiques. Voilà, belle langue de bois universitaire de merde. Autrement dit, il n'a fait gaffe à rien, il s'est foutu comme d'une guigne des conditions mêmes où le combat allait se dérouler. Bon, tu parles d'un stratège. Il est allé et il restait indifférent au sort de la troupe, donc mépris de la logistique, l'intendance suivra, et du climat, puisque c'est eux, ces soldats, qu'ils traitaient d'ailleurs de cons, qui eurent froid, faim et moururent par dizaines de milliers comme des chiens, pendant que le porc impérial, déjà bien gras, sirotait jusqu'à la fin son verre de chambertin quotidien. Stratège minable et nul également sur le plan tactique, puisque la propagande officielle continue d'essayer de le faire passer pour un tacticien hors pair, imprévisible et imparable, avec par exemple la reddition et la prise d'Ulm, la forteresse d'Ulm en 1805. D'ailleurs, c'est rue d'Ulm que l'école polytechnique a été installée, ça c'est intéressant de se demander l'origine du nom de ta boutique, les gars. Donc reddition et prise d'Ulm obtenue donc soi-disant par la ruse, comme l'écrit par exemple ce Bouchardot, et obtenue en fait, ô admirable astuce, ô immortel génie, sous la subtile menace d'exterminer toute la garnison. J'ai rendez-vous, ou alors puis tuez-les tous, et puis Satan reconnaîtra les siens, tu vois. C'est la même logique que les connards de 1209-1210, tiens. Sur le plan militaire, le seul mérite de Napoléon est d'avoir été un meneur d'hommes, aussi efficace que sans vergogne. Son seul talent ne fut que sa prodigieuse capacité à envoyer ses hommes à la mort avec enthousiasme, en fouettant leur fougue, leur orgueil ou leur propension au service et au sacrifice. Et il s'en amusa d'ailleurs devant le général Bertrand le 8 février 1819. Je disais aux voltigeurs, vous êtes de fameux couillons, regardez les grenadiers, un grenadier vaut 20 voltigeurs. Et je disais aux grenadiers, mais vous n'êtes que des capons, des lâches, vous n'avez donc rien entre les jambes, les voltigeurs, en voilà des gaillards. Et il ajoutait qu'avec ça, on fait tuer tout le monde. Quel grand homme. Donc, ce qui précède, suffit à régler la question, bien naïve elle aussi, du sens patriotique de Napoléon. Opportuniste et profiteur sans foi ni loi, il avait de qui tenir, puisque son père Carlo, qui rejoignit d'abord Pascal Paoli, l'indépendantiste corse, pour refouler le colonisateur français en 1768, et jusqu'à la défaite et la fuite de Paoli l'année suivante, sut transmettre à son fils la fibre patriotique. Henri Guillemin, qui est un historien sérieux, lui, rapporte qu'une fois Paoli vaincu, et n'écoutant que son courage, Carlo Bonaparte aussitôt change de camp, passe du côté des vainqueurs, collabore avec eux, et ferme les yeux en souriant sur la liaison affichée de sa très jeune épouse Laetitia avec le gouverneur français Marbeuf, un homme de plaisir que Paoli traitait de pacha luxurieux. La mère de Napoléon préféra donc la compagnie de ce cuistre, tellement plus intéressant à fréquenter que ce pauvre Paoli, dont elle riait beaucoup. Galant certes Paoli, disait-elle, mais incapable. Incapable de sauver l'honneur ou incapable de tirer profit de l'occupation française. Son digne fils a donc choisi le profit, non sans y ajouter une éventuelle petite pointe de vengeance au passage, puisque comme l'a bien noté Guillemin, les dispositions réelles du jeune Bonaparte à l'égard de la France sont celles du colonisé de fraîche date qui profite de l'oppresseur, et qui s'est fait pour vivre et en cachant son jeu, mercenaire à son service, mais ne songe qu'à tirer parti contre lui des avantages dont il lui est redevable. De nos jours on appelle ça une racaille, et si le besoin d'une telle revanche est aisé à comprendre,
Il n'autorise certes pas à faire comme si le revanchard en question, en assouvissant sa propre petite rancune, avait sauvé la France et l'avait amenée au fait de la gloire, car c'est faux, puisque non seulement c'est la France, la bonne foi généreuse, l'espérance et la confiance, le courage, l'héroïsme et le sang des Français qui ont permis à ce parasite d'accéder au sommet du pouvoir et de la gloire, mais encore ce caïd, en l'occurrence, authentique fils de pute et fier de l'être, n'a réussi au final, mais il s'en foutait bien, qu'à laisser notre pays exsangue, ruiné et réduit à des limites plus étroites qu'en 1792. Un caïd, ajoute Guillemin, pour s'enrichir a besoin d'hommes de main, de tueurs à gages, et pour cet emploi, le gangster corse a réussi le tour de force de se procurer tout bonnement l'ensemble des conscrits français. Napoléon l'a résumé ainsi, concis et précis comme il savait l'être, à Roederer, l'un de ses magnats qui le tenait en laisse, en 1809. La France, je couche avec elle, et elle me prodigue son sang et ses trésors. La classe. C'est le même connard qui déclara à la fin de sa vie, pour l'édification patriotique et morale des générations futures, « Je désire que mes cendres reposent au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. » Alors, il se trouve en l'occurrence que le majestueux tombeau de porphyre rouge des Invalides est vide, et que les Anglais ont gardé la dépouille avec eux. Grand bien leur face, hein. Pour une fois que la perfide nous rend service. Rien d'étonnant au fond de la part de quelqu'un parfait capitaliste qui refuse et ignore tout simplement l'amour. Je n'apprécie les gens que dans la mesure où ils me sont utiles et pendant qu'ils le sont. Et je dis que quand un homme s'imagine que l'amour existe, cela ne peut être que nuisible à son bonheur. Et les terribles aigreurs d'estomac dans lesquelles Napoléon succomba sont là pour en témoigner. Triste cire en vérité. Napoléon, homme des Lumières, donc. Ben oui, ça dépend, hein. Celle de Rousseau ou celle de Voltaire, hein, parce que comme Henri Guillemin, là aussi, a été un des seuls à l'avoir bien démontré, si bien démontré du moins, c'est qu'il y a deux blocs dans les Lumières, hein, deux courants, deux approches irréconciliables. D'abord la pensée sociale, chrétienne et humaine, inattaquable tant elle est pertinente et cohérente, de Jean-Jacques Rousseau, mais aussi de l'abbé Gabriel de Mably, hein, par exemple. Et ensuite, la posture, hein, c'est surtout pas une pensée, mais la posture libérale, c'est-à-dire esclavagiste, impérialiste et parasitaire, de Voltaire. Là, faut faire son choix, tu vois. La première tendance fut défendue et illustrée sous la Révolution par Robespierre, et la poignée de ses proches, Couthon, Saint-Just, Bon Saint-André, et la seconde par la racaille girondine de Mirabeau à Barras, qui finit par mettre le Corse au pouvoir. Mais, ô surprise, l'ignorance de ce clivage chez les soi-disant historiens qui ont prétendu faire l'histoire de la Révolution et de l'Empire a permis de faire avaler à des générations d'écoliers, d'élèves et d'étudiants la grotesque couleuvre d'un empire militaire et totalitaire, venant parachever l'œuvre humaniste et humanitaire de Rousseau et de Robespierre, des sans-culottes et de la Commune. Plus c'est gros, mieux ça passe, hein. Autant dire que Hitler a voulu réaliser en politique l'idéal poétique et alchimique de Goethe et de Novalis. Le très convenable Thierry Lenz, dans une indignation ô combien bourgeoise, est d'ailleurs fort soucieux de couper court à l'infâme et scandaleuse comparaison qui a pu être faite entre Napoléon et Hitler. En vain, hein, car la seule différence notable entre les deux est sans doute que Bonaparte ne semble pas avoir jamais cru que le peuple corse fût élu de Dieu et supérieur au reste du genre humain. Ceci près, et à tout autre égard, le parallèle entre le petit caporal corse et le petit caporal autrichien s'avère fort acceptable, car Napoléon était évidemment fort bien disposé à exterminer n'importe quelle quantité de monde pourvu qu'il y eût assez de profit à en tirer. Maintenant que nous savons dans quel contexte nous sommes, revenons-en à ce fameux code civil qui est censé être l'une de nos gloires nationales. Le mot code, et puis un code ça sert à être décodé, hein. Le mot code vient du latin codex et désigne un ensemble de livres ou de textes de loi. Mais il s'avère cependant, ô surprise, encore une fois, que l'origine étymologique du mot code se trouve dans le latin cauda, qui veut dire queue, la nageoire caudale d'un poisson, tu vois, et qui dérive lui-même du verbe kudo, frapper, abattre, formé sur le radical indo-européen keud, kad, qui veut dire couvrir. Alors un code de loi, ça sert à quoi? Frapper, abattre, couvrir. Oui, mais qui, quoi? Frapper la nature, le monde et la réalité, frapper les gens et les peuples, les abattre, pour ensuite les couvrir, exactement comme on couvre un cadavre sur une scène de crime après qu'il a été frappé et abattu. De ce point de vue, la loi est donc là pour frapper, abattre et couvrir la réalité, la vérité, la justice, la liberté, et ainsi de suite. Toute la loi, bien sûr que non, que ce n'est là qu'un point de vue, et il s'agit encore une fois de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein, à l'origine, dans les lois dites révélées,
c'est-à-dire transmise aux chefs des hommes par les chefs des dieux, comme les 10 commandements transmis par Dieu Jéhovah à Moïse sur le mont Sinaï. Ben, il ne s'agit que de frapper et d'abattre et de couvrir ce qui est nuisible au bien commun, ce qui porte tort et qui fait du mal. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas convoiter les biens d'autrui. Aime ton prochain comme toi-même. C'est Yahvé qui a dit ça. Hein. C'est exactement le même message que celui de Jésus-Christ. Hein. Il me paraît dès lors un peu hypocrite d'accuser la loi mosaïque d'être à l'origine du délire totalitaire, mortifère et suicidaire dans lequel ce monde est engagé. Non, la loi venue du ciel est juste et bonne, légitime et nécessaire, et ce n'est que son application par les hommes, l'usage que les hommes en ont fait, qui a rendu cette loi perverse, mauvaise et néfaste. À l'idée de loi s'applique la même logique qu'à l'idée de technique. Un scalpel, selon l'usage qu'on en fait, peut sauver une vie ou la détruire. Ce n'est pas le vin qui enivre l'homme, c'est lui qui se saoule. Ce n'est donc pas la loi qui est mauvaise, c'est l'usage qui en a été fait qui est mauvais. Frapper, abattre. Pourquoi? Comment? Il peut tout aussi bien s'agir de frapper nos erreurs, frapper nos défauts pour les abattre et les couvrir d'un voile de bienveillance et de conscience qui les dissoudra et les transmutera. Si une maladie peut nous frapper et nous abattre, nous sommes bien aussi capables de frapper et d'abattre la maladie, par le soin, par l'attention, par l'amour, par la guérison. Ce n'est donc encore une fois qu'une question de choix, de décision, de responsabilité et de souveraineté. Donc c'est là que j'en reviens à cet article 16 de notre Code civil. La loi assure la primauté de la personne et interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Rien qu'avec ça, il y a de quoi de mettre pas mal de monde en tôle. Hein. Genre, voilà, la totalité du gouvernement et des conseils d'administration de toutes les multinationales du monde sont passibles et tombent sous le coup de cet article de loi. C'est vite vu. Hein. La première chose à remarquer là-dedans quand même, c'est qu'il est d'abord question de la personne et ensuite de l'être humain. C'est pas pareil. Hein. Personne, ça vient du latin persona, masque. Et là, il est clair que la loi libérale, patriarcale, capitaliste et totalitaire du Code civil assure à l'évidence la primauté de la personne, c'est-à-dire du personnage social, l'individu masqué, déguisé, formaté, conditionné par la société pour être l'abruti, l'esclave, le zombie et le larbin dont le marché a besoin pour alimenter ces putains de turbines infernales. Mais ainsi la personne est-elle défendue, promue et honorée par la société de la naissance à la mort de toutes les manières possibles. Par des conditions d'accouchement déjà sauvages et sordides, avec la femme allongée sur le dos de manière à lui occasionner des souffrances maximales, et de manière à traumatiser son enfant dès le début de sa vie, sans parler des horreurs, véritables hontes et déshonneurs de la science médicale, des horreurs sans nom que sont les forceps ou les césariennes. Par l'eau qui nous est donnée à boire aussi, élément vital s'il en est. Pour ma part, j'ai la chance de vivre dans une commune, Bugarach, qui est sans doute l'une des seules et dernières de France à avoir gardé la maîtrise de son alimentation en eau. La commune de Bugarach s'est battue pour que l'eau du village ne soit pas accaparée par les ordures à travers les Comcom qui empoisonnent l'eau, qui l'intoxiquent pour intoxiquer les gens après, et qui mettent des métaux lourds dedans pour détruire la santé du peuple en détruisant son système immunitaire. Même chose que les vaccins d'ailleurs, censés protéger les gens, mais on se fout de la gueule de qui, et qui les infectent avec des métaux lourds destinés à détruire le système nerveux central. Je leur dis, 11 vaccins obligatoires pour les nouveau-nés, ça s'appelle un crime contre l'humanité. La primauté de la personne est assurée aussi par la qualité de l'air que nous respirons. Chargé de métaux lourds, lui aussi, au moyen de ces putains d'épandages aériens massifs que l'on appelle les chemical trials, les chemical drills, et par le feu aussi, parce que même l'élément feu est exploité par les tarés qui dirigent ce monde pour nous affaiblir et nous abattre, à travers l'activité électromagnétique ultra intense, malsaine, pathogène et mortifère dans laquelle nous baignons ou que nous soyons dans n'importe quelle ville de France. Et même dans les villages maintenant. Et par la terre et la nourriture aussi, évidemment, parce que la terre de France est agressée par des tonnes de putains de saloperies chimiques, de poisons ignobles, recyclés de l'industrie militaire, pour détruire les sols et empoisonner notre nourriture. Et ainsi de suite. Le textile est toxique, les revêtements de surface des habitations sont toxiques, les savons et les cosmétiques sont des saloperies toxiques, le dentifrice au fluor et toutes ces merdes. Partout et à chaque instant, la société assure la primauté de la personne, donc ce masque hypocrite et mensonger qui transforme l'être humain en sous-homme, en loque infra-humaine dégénérée, pire encore qu'un animal soumis à son instinct. Voilà, ça c'est la pratique. Car en théorie, la loi est juste et bonne, quand elle dit qu'elle assure le respect et la dignité de l'être humain. Puisque c'est sacré, la dignité humaine. L'intention est noble comme celle de Dieu quand il nous dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ».
Mais tout est dans l'amour de soi, en effet, parce que pour aimer et respecter les autres, il faut quand même d'abord commencer par s'aimer, se respecter soi-même. L'article de loi ainsi formulé est donc bon, juste et sain, mais il est trahi et renié par ceux et celles qui ont soi-disant pour fonction de le faire appliquer. Par exemple, à travers des conditions d'accouchement dégradantes, ignobles, traumatisantes, sordides, qui font que l'être humain, dès le début de sa vie, eh bien, va détester sa vie, va détester le monde, et va se détester lui-même. Il aura peur de cette vie et de ce monde, qui, dès le départ, ne sont que violence et souffrance gratuite. Il va donc détester ses semblables, il en aura peur, et il les combattra, et ainsi de suite, et c'est le cycle infernal et le cercle vicieux de l'enfer sur Terre. Tout ça est voulu, délibéré et mis en place de manière parfaitement voulu et délibéré dans ce but. Or, il se trouve qu'en ce moment, c'est l'apocalypse, d'accord, la révélation de tout ça, des conneries que je viens de vous dire entre autres, de tous ces mensonges et de ces réalités qu'on a un peu trop tendance à ne pas trop vouloir regarder en face. Et l'apocalypse, c'est le moment où les masques tombent. Et la tragicomédie sociale et sa faramineuse hypocrisie et son ignorance et son mépris hallucinant de la vérité et de la réalité sont en train de voler en éclats et de tomber en poussière. Et derrière le masque, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un être humain, qui n'a plus qu'à constater que l'article 16 de notre code civil, il est faux, puisque le respect de l'être humain, il est bafoué, il est renié, il est frappé et abattu, dès le commencement de sa vie et jusqu'à la fin, comme on l'a vu, par tous les moyens possibles et imaginables. La loi existe, mais elle n'est pas appliquée, elle est trahie et ignorée. Par qui, pourquoi, on s'en fout, ça c'est secondaire, l'heure n'est plus à la dénonciation et à la condamnation. Il y a autre chose de mieux à faire, se respecter soi-même. Il a déjà été reproché, par exemple, au décalogue, aux 10 commandements, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas, tu ne prendras pas la femme de ton voisin. Il a été dit que ça ne concernait que le petit peuple, la petite tribu de Moïse, et que les goïs, les goïms étaient exclus, et que tu pouvais tuer un goï, qu'il fallait même le tuer, et puis lui prendre ses biens et le réduire en esclavage. C'est une possibilité qu'il est un peu risqué de prendre, au même titre qu'il est risqué de juger les mentalités d'un peuple ancien avec la mentalité, à nous, de peuple moderne. Et puis, même si c'était le cas, peut-être que le racisme hébreu de l'époque, s'il a existé, procède simplement d'une nécessité vitale et de survie qui était liée à la situation d'oppression et de fuite permanente dans laquelle ce peuple a pu se trouver pendant quelques décennies ou quelques siècles. Ça c'est possible aussi, donc ça ne justifie certainement pas ni le racisme, ni l'esclavage, ni le mépris de race ou de classe, mais enfin ça peut contribuer à l'expliquer. Et puis si ça l'explique, c'est que tu sais que t'as compris, puis si tu l'as compris, c'est que c'est plus un problème. D'accord ? Donc ça par contre c'est valable hier comme aujourd'hui. À partir du moment où on a décidé de se respecter soi et de s'aimer soi, on pourra commencer à aimer son prochain comme soi-même, comme Yahvé et Jésus-Christ nous l'ont dit. Ça coûte rien d'essayer. Une fois que la décision a été prise, l'acte politique est de souveraineté par excellence la prise de décision. Alors dire moi la décision de se respecter et de s'aimer a été prise, il s'avère que l'on se fait respecter par la suite, que l'on est aimé et respecté. C'est un phénomène technique et vibratoire et physique, ça aussi. À partir du moment où la décision a été prise en son âme et conscience, les conditions pratiques et les modalités concrètes et opératives d'une vie respectable, aimable, honorable, se présentent et se mettent en œuvre d'elles-mêmes. Mais comme par magie, en effet, mais c'est rigoureusement de la magie, puisque la magie c'est la manipulation et la mise en œuvre des forces électromagnétiques. D'accord ? Ni plus ni moins. Donc comme par magie, en effet, puisque par l'effet d'une émission de conscience, d'accord, une libre décision, puissante, intense, assumée, délibérée, reconnue, ainsi de suite, c'est une impulsion, en fait, électromagnétique, et quantique et fractale aussi, holographique, qui se répercute et qui agit à tous les niveaux et à tous les degrés de l'existence, des plus épais, denses et matériels, jusqu'au plus élevé et au plus subtil. Jusqu'au niveau des anges et des archanges qui nous écoutent, qui nous suivent, et puis qui attendent un peu qu'on se bouge le cul, et puis qu'on leur demande aussi maintenant, je suis libre, et c'est moi qui décide pour ma vie, et pas un banquier ou un connard de marchand de tapis, d'accord ?
Genre les anges, ils entendent ça là-haut, ils sont contents, je pense, tu vois. Ils disent, ah ouais, bah putain, ça y est, il était temps, tu vois. Ah, bravo les gars, c'est quand tu veux, tu vois. Voilà, et c'est ça qui entraîne les répercussions correspondantes et appropriées, les répercussions concrètes et directes dans la vie réelle, peu à peu, au fur et à mesure. J'y peux rien, ça se vérifie ce que je dis là, hein. C'est pas une invention, c'est un constat vérifié. D'accord? Pax.